Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. La guerre bat son plein en Ukraine depuis maintenant plus de 3 semaines. Depuis le 24 février, en effet, l'armée russe a investi le territoire ukrainien et œuvre à prendre ses villes principales et à prendre aussi le contrôle de ses installations industrielles, portuaires, nucléaires, civiles. Depuis, le monde marche sur un fil, les Occidentaux tentant de contenir l'avance russe par une double action, des sanctions économiques particulièrement dures et inédites et aussi la fourniture d'équipements militaires aux forces russes. Et cette semaine, le président américain Joe Biden a promis pour 800 millions de dollars de matériel militaire aux Ukrainiens. Ces derniers, pour leur part, font ce qu'ils peuvent pour résister au rouleau compresseur russe et la guerre de l'information bat aussi son plein. Mais pour autant, cette guerre est bien plus étendue que le territoire ukrainien. En effet, les équilibres géopolitiques sont bousculés. Comment l'Union européenne pourra-t-elle tenir alors que la dépendance énergétique à l'égal des Russes est inégale parmi les 27 ? Quel sera le positionnement de la Chine face à cette nouvelle situation ? Comment la Russie sortira-t-elle de cet engrenage qu'elle a créé ? Et il y a les questions économiques aussi, avec l'impact de cette guerre sur l'économie mondiale, les économies nationales et le grand marché mondial de l'énergie et des céréales. Et où sera la situation des pays africains ? Nous répondrons à ces questions avec nos invités. Abdelhamid Benkhta, vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est Hicham Hafid, vous êtes professeur d'économie à la même université, donc toujours à Rabat. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je commence par vous, Abdelhamid Benkhta. On en est où après 3 semaines ? On entend des informations des deux côtés, les Russes qui disent une chose, les Européens, Américains qui en disent une autre. On en est où maintenant sur le plan politique et diplomatique et militaire aussi ? On est toujours dans une guerre entre titans, n'est-ce pas ? Entre, d'une part, la Russie, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Le plus grand gagnant, c'est la Chine dans tout ça. Actuellement, on voit très bien que le langage diplomatique ne fonctionne pas. Et puisqu'il ne fonctionne pas, c'est le langage de guerre qui fonctionne, c'est le langage des armes. La stratégie russe est claire là-dessus. C'est une stratégie que je qualifierais d'anaconda qui vise à asphyxier et à affaiblir, même à exténuer l'Ukraine. Et on verra comment est-ce que la Russie pourrait par la suite résister à ce bras de fer avec l'Occident, puisqu'il ne s'agit plus de l'Ukraine maintenant, il s'agit d'un bras de fer avec les États-Unis d'Amérique, l'Europe et ce qu'on appelle le monde libre contre la Russie. Est-ce que la Russie est bien préparée pour cette guerre ? Je dirais oui. Parce qu'autrement dit, on ne peut pas expliquer cette stratégie de guerre sans qu'il y ait déjà une préparation très, très minutieuse. Et on voit très bien que Poutine, le président Poutine, avait préparé ce coup depuis 2014, parce qu'il y a déjà un antécédent dans la Crimée. Oui, d'accord. Et il y avait aussi un précédent en matière d'embargo et en matière de sanctions. Donc, les Russes sont habitués aux sanctions. Et donc, ils se sont bien préparés pour cette guerre. Le problème qui se pose tout de même, les Russes maintenant livrent une guerre contre tout l'Occident, jusqu'où ils peuvent aller. Là, on verra par la suite comment les choses vont évoluer. Mais chose est certaine, c'est que déjà, Poutine a eu ce qu'il voulait. C'est-à-dire ? Déjà, les prémices d'une neutralisation de l'Ukraine sont là. Déjà, le président ukrainien affirme qu'il ne veut plus de cette alliance avec l'OTAN, de cette adhésion à l'OTAN. Et d'ailleurs, l'une des revendications majeures de la Russie était la neutralité de l'Ukraine et l'arrêt de l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Et on sait très bien que les Russes se sont en quelque sorte humiliés depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Pourquoi ? Parce que après l'effondrement de l'Union soviétique et la cessation du traité de Varsovie, on supposait que l'OTAN allait cesser d'exister lui aussi. Mais ce qui s'est produit par la suite, c'est le contraire. L'Amérique a investi dans l'OTAN et au contraire, l'OTAN s'est élargie vers l'Est, alors qu'il y avait des traités et des conventions et des promesses faites à Gorbatchev à l'époque que l'OTAN n'allait pas... Abdelhamid Benkhta, justement, c'était un point qui est intéressant sur cette question d'élargissement vers l'Est du pacte de l'OTAN, d'élargissement vers la Russie.
il n'y a pas eu d'engagement écrit, il n'y a pas eu d'accord écrit. Il y a eu d'ailleurs un témoignage de plusieurs personnes, dont Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui a dit que ça a été dit, ça a été promis. Il y avait James Baker à l'époque. Et vous savez, en relation internationale, la parole des États, c'est comme dans les affaires. Il y a une confiance. Et lorsque les Européens, notamment les Allemands et les Français, ont affirmé à Gorbatchev à l'époque que l'OTAN n'allait pas s'élargir du côté de l'Est, c'est une parole de grande puissance. Oui, mais il y a eu un accord écrit, une convention signée par les Russes reconnaissant la souveraineté des États dans le choix de leurs alliances. Et ça, c'est signé, c'est un traité international. Ça c'est oui, mais il y avait aussi, comme j'ai dit, cet engagement moral à l'égard de la Russie. C'est pour ça qu'il parle engagement qui n'a humiliation. pas été respecté. Et d'ailleurs, les Russes se sentent trahis, justement, parce que les Américains, les Français et les Allemands n'ont pas tenu leurs promesses. Alors, Hicham Hafid, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Abdelhamid Ben Khattab? Pour lui, la Russie était prête, avait préparé son coup, que l'Ukraine, finalement, malgré tout ce qui se dit, bon, on est dans une guerre de l'information, de la désinformation, les Ukrainiens, c'est vrai qu'ils ont reconnu, on ne veut plus d'OTAN, on ne veut plus rien. Donc, est-ce que vous pensez qu'effectivement, la Russie était préparée? Est-ce qu'ils s'en sortent bien? On en parlait hors studio tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que les Russes s'en sortent, qu'ils pourront résister aux sanctions économiques? Oui, il faut voir. Ils en sont où après 3 semaines? Exactement. Jusqu'aujourd'hui, après 3 semaines de conflit, les Russes, je pense que les Russes et les Ukrainiens sont en négociation. Il y a des pourparlers qui se sont engagés, qui se poursuivent aujourd'hui, mais ils ne sont pas encore arrivés à un accord, un compromis entre les deux pays. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quel est le sort de cette guerre sur l'économie mondiale. Si nous regardons, par exemple, il y a plusieurs scénarios. Le premier scénario, par exemple, si la guerre continue, si aujourd'hui ou demain après-demain, la Russie se trouve face à une force armée ukrainienne et une grillade, donc ça va poser un problème, non pas dans la région, mais sur l'économie mondiale. Donc on pourra assister à un collapsus, un effondrement de l'économie mondiale. Et d'ailleurs, les rapports du Fonds monétaire international parlent aujourd'hui de la stagflation, c'est-à-dire l'augmentation de l'inflation ou une baisse de la croissance économique. C'est la pire situation que peut connaître l'économie mondiale. Deuxième scénario qu'on pourra analyser, c'est ce que la Russie, que vient de dire le professeur Ben Khattab, c'est la Russie a bien préparé son coup, il gagne la guerre. Là, on va avoir une nouvelle reconfiguration de l'économie mondiale, des rapports de force. Donc il va y avoir peut-être il va y avoir une coalition entre la Chine, la Russie et les États-Unis. Il ne faut pas, c'est mon point de vue, les États-Unis, pour pouvoir affaiblir davantage l'Europe et pouvoir gérer le monde avec une très polarisation. Ça serait très intéressant. Alors c'est intéressant ce que vous dites, je vous interromps, professeur Hafid. Oui. Quelque chose ici. Le vrai challenge actuellement, c'est qu'on voit très bien que les Occidentaux cherchent à prolonger la guerre. C'est-à-dire à aider l'Ukraine de telle sorte à ce qu'ils fassent face à cette invasion russe. Les Russes n'ont pas intérêt à prolonger la guerre. Donc les Russes ils veulent arriver à leur objectif rapidement, à déstructurer la puissance militaire ukrainienne et à neutraliser ou anéantir cette puissance-là et revenir en arrière. Ils n'ont pas du tout intérêt à prolonger la guerre. Mais justement, les Américains, ce qu'ils font actuellement, la militarisation de l'Ukraine, cette aide financière militaire de l'Ukraine, va dans le sens d'une prolongation de la guerre. Et s'ils le font, et s'ils arrivent à ce que les Russes tombent dans le piège, là, on peut dire que les Russes ne peuvent pas. Alors, j'ai une remarque à faire sur ce que vous dites. Je reviens à ce que vous disiez, votre scénario 2, professeur Hicham Hafid, que finalement, les Américains sont en train de jouer un jeu qui est assez particulier, d'affaiblissement de l'Europe, finalement. C'est ça qu'on peut dire. C'est mon point de vue, oui.
Vous pensez ça? Et pour revenir à ce que disait le professeur Ben Khattab, est-ce qu'ils peuvent encore une fois tomber dans le piège dans lequel l'Union soviétique était tombée? On se rappelle la guerre des étoiles, l'initiative de défense stratégique, une guerre d'usure économique. Est-ce qu'ils vont encore tomber dans ce piège? Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que font les Américains et comment réfléchissent les Russes, sachant qu'ils sont quand même sous le coup de sanctions dures, robustes? Oui, effectivement. Je ne suis pas géopoliticien, mais juste je ne suis pas spécialiste de la géopolitique. Non, sûrement sur le plan économique. Oui, sur le plan économique, vous savez que depuis 1820, il y a une guerre entre l'Europe et les États-Unis sur le dollar, sur la monnaie. Et si on suit l'évolution du système monétaire international, donc il y a toujours cette hégémonie du dollar, de la monnaie. Et lors de la crise sanitaire, donc les choses se sont bien éclairées. Donc il y a eu une guerre, on va dire, une guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Aujourd'hui, on pourra sur comment on va gérer, avoir une nouvelle gouvernance mondiale, un ordre économique mondial, un nouvel ordre économique mondial. Et peut-être la Russie aujourd'hui pourra rejoindre ce club de pays, à savoir la Chine et les États-Unis, pour pouvoir gérer le monde à trois. Et depuis, comme je viens de dire, depuis longtemps, il y a une grave crise entre les États-Unis et l'Europe. Et l'Europe, sur le plan économique, sur le plan monétaire. Et peut-être c'est l'occasion militaire avec l'OTAN. Exactement. Et c'est l'occasion aujourd'hui pour d'affaiblir davantage ce continent et pouvoir gérer l'économie mondiale à trois parties. OK. Abdelhamid Ben Khattab, rapidement, on en est arrivé là. Pourquoi? Vous avez commencé à parler de l'humiliation. Les Russes disent que c'est l'humiliation. Les Européens disent qu'il n'y a pas d'humiliation, puisque les Russes ont été acceptés au Conseil de l'Europe, qu'ils ont été acceptés au G7 qui est devenu G8, qu'ils ont été acceptés sur un certain nombre de choses. Ça vient de quoi, ça? La raison impériale, lorsqu'on était empire, on n'oublie pas le fait qu'on était empire, rapidement. Que Poutine a appelé la plus grande catastrophe du XXIe siècle, l'effondrement de l'URSS. La logique impériale de la Russie est toujours là. Donc les Russes agissent en termes de puissance impériale. Ce qu'a fait l'Occident, notamment l'Amérique avec la Russie, notamment après l'effondrement de l'Union soviétique, c'est qu'ils ont considéré la Russie comme étant un pays du tiers-monde. Et par conséquent, ils ont commencé à construire un nouvel ordre international, un nouvel ordre géostratégique international sans Russie. Et finalement, on était censé construire une tripolarité entre l'Union européenne d'un côté, les États-Unis de l'autre côté et la Chine. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'Europe ne s'est pas manifestée en tant que superpuissance, en tant que pôle. Il a rallié donc la position économique et un politique. Voilà. Et finalement, on a eu depuis une dizaine d'années une bipolarité Europe, plutôt Occident, Chine. Et la Russie était absente. Et les revendications de la Russie étaient même ignorées. Et Poutine avait revendiqué à plusieurs reprises qu'il cherchait lui aussi une place dans cet échiquier international nouveau à reconstruire. Mais l'Europe, notamment la France et l'Allemagne, sur lesquels il comptait beaucoup, d'ailleurs, Poutine, il comptait pour qu'ils agissent auprès des États-Unis de telle sorte à ce que la Russie trouvera sa place dans cette nouvelle configuration géopolitique internationale. Mais lorsqu'il n'y avait plus de possibilité de se trouver une place dans ce monde nouveau, alors Poutine avait tout simplement commencé à construire sa propre stratégie. Et ça a commencé en Afghanistan, ça a commencé en Syrie, ça a commencé en Libye, ça a commencé dans beaucoup... En Afrique aussi. En en 2014 avec la Crimée. Donc elle avait donné des signaux comme quoi il voulait sa place, il voulait engager des négociations avec l'Occident. Et jusqu'à maintenant, jusqu'aux dernières années, l'Occident lui a refusé justement toute possibilité d'accéder au rang d'une puissance, d'un pôle international. Et maintenant, il est en train de négocier avec la guerre. En position de force. Cette position-là, il le fait avec la force. Et d'ailleurs, il le dit clairement, j'atteindrai mes objectifs avec ou sans guerre. C'est vrai.
Par la négociation ou par la guerre. Donc, il est clair, il est lucide dans ce qu'il fait. Donc, nous ne sommes pas devant des actes, je dirais, désespérés. Nous ne sommes pas devant quelqu'un il a l'air d'être très calme, il n'a pas l'air d'être énervé. Quand on voit Zelensky, il est fébrile. C'est un fin stratège, il sait très bien ce qu'il veut. C'est un officier. Hein. Voilà, et il s'est préparé, il a préparé les moyens avec lesquels il va atteindre ses objectifs. Donc, nous voyons très bien comment on peut devenir une puissance dans le monde à venir. Alors, vous avez beaucoup parlé, vous avez utilisé plusieurs fois le terme humiliation. Si ce n'était pas dramatique, ça aurait été un peu comique. Les différents organes de presse occidentaux disent qu'il n'y a pas d'humiliation, mais il y a eu de l'arrogance. On peut sourire un peu sur ça. Hicham Hafid, alors oui. Ce que je voulais dire, c'est que les Russes se sentent comme étant un empire délaissé, un empire humilié. Donc, ce que fait Poutine, il est en train de redonner justement. Dans sa longue lettre de juillet 2021, il est longuement revenu sur l'histoire russe. Et en filigrane, quelque part, entre les lignes, on n'humilie pas un empire comme ça. Alors, Hicham Hafid, juste après, à partir du 24 février, il commençait à avoir des sanctions dures. On en parlait. Alors, j'aimerais que vous rentriez un petit peu dans le détail. C'est quoi ce genre de sanctions? Comment c'est ces sanctions? Et comment une Europe qui est dépendante, dont l'économie est dépendante à 40% du gaz russe, de l'énergie russe, peut-elle véritablement faire des sanctions qui pourraient être efficaces? On voit, enfin c'est mon sentiment, c'est peut-être le sentiment d'autres, que les Russes, ça va, s'en sortent, ont l'air de s'en sortir. Oui, peut-être à court terme vont s'en sortir, mais dans le long terme ne vont pas. Pourquoi? Parce que si nous regardons aujourd'hui les mesures de rétorsion prises par l'Union européenne et les États-Unis, elles sont assez exceptionnelles dans la mesure où elles visent principalement et directement le cœur de l'économie russe, c'est le système financier. Ça, c'est très important pour déstabiliser le système financier et mettre une exertion sur le pouvoir d'achat des Russes. C'est deux éléments qui sont importants. Et si nous regardons d'une manière générale ces mesures, on peut les résumer en trois volets importants. D'abord, le volet de la politique monétaire. La politique monétaire, donc ils ont visé la politique monétaire, c'est-à-dire ils ont privé la Banque centrale de certains outils de la politique monétaire. Ce qui veut dire le gel de certaines devises, des avoirs en devises. Donc, qui dit la politique monétaire, bien sûr, gérée par la Banque centrale, injection de certaines liquidités, le retrait de certaines liquidités, ainsi de suite. Donc, la Banque centrale est paralysée dans ce sens. Et que le gel des devises, des avoirs en devises, impacte directement la souveraineté financière. Mais ils ont des devises, ils ont des fonds souverains qui sont dotés de plusieurs centaines de milliards mais la Banque centrale ne peut rien faire aujourd'hui. Il ne pourra rien faire en matière de retrait de l'injection de liquidités. Donc il y a un gel. Donc il y a, on va dire que la Banque centrale est paralysée. Donc un stand-by des activités de la Banque centrale à travers la politique monétaire. Deuxième, et on le voit d'ailleurs, l'augmentation du taux de crédit à 20%. Donc aujourd'hui, le taux de crédit à 20%. Donc ce qui va bien sûr créer une inflation galopante considérable. Deuxième mesure prise par les États-Unis et l'Europe, c'est la politique de change. Vous savez, quand on a un pays, on veut bien sûr gérer un équilibre de taux de change. Un équilibre de taux de change à travers bien sûr l'offre et la demande de la monnaie. Et aujourd'hui, la Russie ne peut plus faire cet équilibre au niveau du taux de change. C'est-à-dire que la conséquence, c'est que le rouble a baissé, a été déprécié de presque 50%. Donc, et quand on a une dépréciation du rouble, c'est que les exportations, bien sûr, en termes de quantité, ils vont connaître un accroissement, mais en termes de recettes, ils vont baisser. En contrepartie, les importations, ils vont revenir plus cher aux consommateurs russes. Deuxième mesure. Troisième mesure, c'est au niveau de la fluidité des échanges commerciaux. Vous savez, quand on est un grand pays ouvert sur le reste du monde, on a besoin de certaines fluidités de commerce. Oui. Et là, on voit que la Russie est déconnectée complètement du système SWIFT, du système soft de banques qui sont liées aux hydrocarbures, notamment le pétrole et le gaz. Donc, le gaz. Exactement, le pétrole et le gaz, qui sont bien sûr là où l'Europe a besoin de matières premières stratégiques. Donc ces trois mesures impactent directement, bien ce que je viens de dire, impactent directement le consommateur russe, donc surtout le pouvoir d'achat, contribuent à une augmentation de l'inflation.
et déstabilise en quelque sorte le système financier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'objectif, les conséquences ou la finalité de ces zones, c'est d'affaiblir le pouvoir de Poutine et avoir un effondrement de l'économie russe pour pouvoir, bien sûr, revenir sur les négociations. Alors, vous dressez un tableau apocalyptique de ce qui va se passer en économie chez les Russes. Or, on a vu avec Abdelhamid Ben Khattab, et on le voit, que les Russes, président Poutine, quand il n'est pas content, il réagit. Là, il envoie son armée en Ukraine après avoir annexé la Crimée, après être rentré en Géorgie, après avoir être intervenu en Syrie. Il utilise la force. Si ces sanctions sont aussi robustes et aussi apocalyptiques que vous le décrivez quelque part, pourquoi il n'a pas coupé le gaz? Il aurait dissuadé à faire ce qu'il fait maintenant. Il a pris des mesures aujourd'hui. Il a pris des mesures en termes de... Il a reconnu comme quoi le chômage il est en augmentation, il y a des entreprises qui ont fait faillite, il y a aussi l'inflation, il y a énormément de... Mais pourquoi il ne coupe pas le robinet du gaz? On dit que parce qu'il reçoit de l'argent. Les Européens sont aussi dépendants du gaz de Poutine, que Poutine est dépendant des euros des Européens. D'accord, mais il a des réserves. Autrement, pensons il répond après vos commentaires, professeur Blachtab. Écoutez, je viens de dire que les hydrocarbures sont des matières premières stratégiques, à usage industriel bien sûr et alimentaire. Donc ils ne peuvent pas se passer de l'exportation. Donc ce sont des gains mutuels. Ils ne peuvent pas se passer de l'exportation de ces produits. Et l'Europe aussi, de son côté, ne peut pas se passer de l'importation de ces produits stratégiques. Okay. Donc, c'est pour ça que je dis, peut-être dans l'avenir, il va y avoir une réorientation de ces exportations vers d'autres continents, notamment la Chine, mais dans le court terme, donc je pense que... Donc on fait la guerre, on s'entretue, mais après ça, on fait du business. Oui, absolument. Alors maintenant, nous pensons comme si la guerre allait durer pendant 1 année, 2 années ou quoi. D'ailleurs, sur le court terme, l'Occident ne peut rien faire contre la Russie, ne peut pas dissuader la Russie de faire cette guerre. Donc on le voit. La seule chose que l'Occident peut faire, c'est de donner des armes, d'aider financièrement l'Ukraine et puis de déconnecter financièrement et économiquement la Russie du reste de l'économie mondiale. Mais c'est dans l'immédiat. Et d'ailleurs, Poutine est très, très conscient de cet état de choses. Et c'est très bien qu'une guerre qui va durer dans le temps lui sera fatale. Pourquoi? Parce qu'il ne survivra pas en tant que régime, en tant qu'État, à ces sanctions qui sont d'une sévérité inédite dans les relations internationales. Jamais on a vu ce genre de sanctions. Mais c'est un message clair à Poutine, c'est-à-dire arrête ta guerre immédiatement. Et Poutine, je crois qu'il a saisi d'ailleurs le message. Et il veut arrêter maintenant, et c'est pourquoi il a sa main tendue d'ailleurs vers l'Ukraine. Il est en train de faire des pourparlers avec les Ukrainiens pour trouver une issue à la crise. Mais ce qu'il veut, c'est anéantir, de neutraliser l'Ukraine, n'est-ce pas? Et puis ce qu'il veut aussi, c'est d'arriver à ses objectifs militaires, de réaliser ses objectifs militaires, c'est-à-dire frapper et casser l'infrastructure militaire ukrainienne et puis trouver une issue d'entente avec les Ukrainiens et avec le reste du monde. Et je crois qu'une fois la guerre est terminée, la Russie retrouvera sa place. Même si ces sanctions paraissent apocalyptiques. Vous savez, la Russie va retrouver sa place dans 1 année. Pourquoi? Parce que le vrai problème de la Russie actuellement, et Poutine le sait, c'est que nous sommes devant une économie et un régime de rente. Un régime politique qui est basé sur la rente pétrolière, gazière, minière, etc. Et Poutine ne peut pas résister. Il a des fonds maintenant. Il peut financer sa guerre. Mais jusqu'à quand? Au-delà d'1 année, ça deviendra impossible par la Russie. Donc je crois qu'il joue sur cette... Est-ce que vous pensez qu'il ne va pas résister? On est d'accord aux sanctions. Hicham Hafid a bien expliqué. Effectivement, c'est assez... viril comme sanction inédite, mais est-ce que vous pensez que de l'autre côté, l'Union européenne peut résister? Parce que bon, il y a 27 pays et chacun a des intérêts. Les Allemands sont dépendants, les Hongrois sont proches. L'Union européenne peut résister facilement. Le seul choc, les Allemands aussi, qui sont dépendants 55%. Voilà, la seule difficulté que l'Union européenne a, c'est l'approvisionnement en gaz, surtout en gaz, notamment pour les Allemands qui sont dépendants à hauteur de 50% du gaz russe. Mais vous savez, jusqu'à présent, les Russes n'ont pas coupé les robinets.
Donc l'approvisionnement en gaz, il est là. Mais ils envisagent une rupture possible, c'est-à-dire dans un avenir proche, si la guerre continue. Dans ce cas-là, ils vont eux-mêmes stopper le gaz. Mais ils sont en train de trouver d'autres alternatives. Non, mais il n'y a pas que stopper le gaz. On peut garder le gaz, mais les Allemands, qui sont des gens très sérieux, comme on les connaît, doivent payer leur facture énergétique à 3 fois, 4 fois plus, je pense, le prix des hydrocarbures. Mais ils ont la capacité d'absorber le choc. Aucun problème. Pourquoi? Parce que vous parlez de 27 pays, vous parlez d'une puissance économique, de la première puissance économique mondiale, qui a des fonds financiers et économiques incroyables. Donc, du point de vue financement, du point de vue approvisionnement en matière énergétique, c'est assuré, même si cet approvisionnement sera un peu plus cher qu'auparavant. Mais il n'y aura pas de coupure. Le problème qui se pose, c'est cette rupture des chaînes de distribution des matières premières dans le monde. Et jusqu'à présent, on voit très bien qu'il y a une déstructuration du marché international et on essaie maintenant, un peu partout dans le monde, de trouver des alternatives. Justement, on en parlera tout à l'heure sur l'impact en Afrique, juste après la pause. Hicham Hafid, après, je voudrais d'ailleurs parler de la Chine. On n'en parle pas beaucoup, tout en parlant assez, mais on a l'impression que ce géant est tapis quelque part et il attend, il compte les coups. On en reparle juste après la pause si vous voulez. Si vous voulez bien, on se retrouve dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du débrief consacré bien évidemment à la guerre en Ukraine. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous en parlons avec le professeur Abdelhamid Belkhta, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat, et Hicham Hafid, professeur d'économie à la même université Mohamed V de Rabat. Hicham Hafid, juste avant la pause, je vous parlais de la Chine. Il en est quoi de la Chine? On parle du gaz qui va être réorienté de l'Europe, du gaz russe qui va être réorienté, des Chinois qui ont parlé il y a 2 jours. Du président qui a parlé au président américain. Ils font quoi? Ils se positionnent comment? C'est assez inquiétant ce qui se passe, ce que fait les Chinois. Non, juste avant de répondre à votre question, j'aimerais rajouter un petit point sur l'Europe. C'est l'impact de ces sanctions sur cette crise entre l'Ukraine et la Russie sur l'Europe. Non seulement il va être impacté le secteur énergétique et alimentaire, mais aussi le secteur automobile et aéronautique. Vous savez que l'Europe importe des métaux, un certain nombre de métaux qui sont indispensables pour l'industrie de la Russie, qui sont indispensables pour l'industrie automobile et aéronautique. Et ça pourra conduire à des faillites des entreprises et ainsi de suite. Donc voilà un peu non seulement l'énergie, dépendante d'énergie à 45%, mais aussi à l'industrie, l'industrie surtout pour certains produits. Expliquez-moi s'il vous plaît quelque chose. Est-ce qu'ils sont inconscients les Européens? Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Parce qu'ils dépendent d'un tas de choses des Russes. Il y a aussi des choses qui se passent en Afrique, on en parlera tout à l'heure, sur le fameux gazoduc nigérien-Maroc. On a vu qu'ils n'étaient pas très intéressés par ça, alors que ça aurait pu être une alternative. Est-ce qu'ils sont inconscients dans ce qu'ils font? Ils ont des conseillers, ils ont des intellectuels, ils ont des chercheurs. Je ne sais pas s'ils sont conscients exactement de ces enjeux, de ces risques de guerre. Mais parfois, la guerre devient, les chocs de crise devient un facteur de relance économique et de. Ah oui, d'accord. Je reviens sur la Chine. Si nous regardons sur le plan théorique, oui, il y a une alternative chinoise pour les débouchés russes et ainsi de suite, parce que si nous regardons la taille économique de l'Europe et de la Chine sont similaires, sont les mêmes. 16 milliards de l'Europe, c'est 16 milliards de dollars, le PIB 16 milliards de dollars, la Chine a 15 milliards de dollars. Donc la taille économique, d'autant plus que la population, 450 millions d'habitants en Europe, alors 1 milliard. Donc il y a un potentiel. Mais sur le plan pratique et géoéconomique, ça ne va pas être possible. L'élargissement ou l'alternative de la Chine vis-à-vis de la Russie. Pourquoi? Juste quelques explications. Si nous regardons d'un point de vue géographique. D'un point de vue géographique, c'est que si nous regardons la partie Extrême-Orient, Poutine a fait énormément d'efforts pour qu'elle soit peuplée, mais malheureusement, elle est moins dense aujourd'hui. Donc, elle est liée principalement à la Chine, à l'Asie. Donc, ça va être très difficile d'avoir des relations russes avec l'Asie, ainsi de suite. Et si nous regardons la partie de l'ouest de la Russie, donc la grande majorité des industries, des activités modernes et industrialisées se trouvent dans l'Ouest, qui a des relations extrêmement importantes avec l'Europe. Et ça,
dans le court terme, dans le long terme, peut-être, il va falloir un travail énorme pour pouvoir, des investissements énormes pour pouvoir. Donc, ce que vous nous dites, je vous coupe, Hicham Hafid, ce que vous nous dites, c'est que la Russie se pense, se voit, se croit européenne et qu'il sera plus difficile pour elle d'aller vers le côté chinois, le côté asiatique, que de rester finalement du côté européen. C'est ce que vous dites. Voilà, exactement, exactement. Deuxième défi important pour la Russie et la Chine, c'est au niveau des capacités d'approvisionnement. Regardons, l'Europe est dépendante de presque 45%, voire 50% des hydrocarbures en provenance de la Russie. La Chine ne dépasse guère 20%. Donc il va falloir un doublement des capacités d'exportation. Est-ce que vraiment les Russes et les Chinois ont les capacités? Donc il va falloir des investissements massifs en termes de la mise en place des gazoducs. Donc dans le court terme, oui, mais dans le long terme... Combien de temps et combien d'argent pour faire de gros gazoducs de la Chine, de la Russie vers la Chine? Troisième défi important, c'est que je pense que Poutine en est conscient, c'est un pays, comme il a dit Ben Khattab, ou le professeur Ben Khattab, c'est que la Russie, c'est un pays fortement concentré sur l'exportation des hydrocarbures. Il ne peut pas s'allier avec un géant économique qui est fortement diversifié. Donc il est conscient de cette alliance géostratégique, et donc il ne pourra pas tomber entre les mains d'un géant économique. Tomber de Caraïbes dans Silla, quoi, passer de l'Europe pour la Chine. Exactement, parce qu'il va affaiblir la Chine, automatiquement il va affaiblir sa marge de manœuvre de négociation, il va affaiblir et pourra encourir le risque de la désindustrialisation. Et là, on pourra parler du scénario de l'Algérie. Donc, quand il a eu des relations, l'Algérie, quand il a eu des relations importantes avec la Chine, donc elle est tombée dans le problème de la désindustrialisation. Le pays ne pourra plus diversifier son économie, ne pourra plus avoir une économie diversifiée par la puissance chinoise. Parce qu'il y a la compétitivité des produits chinois, il y a énormément de dépréciation de taux de change de chinois. Donc le pays qui a une alliance stratégique ne pourra pas aller de loin, il ne pourra pas diversifier son économie. Donc il y a un problème de la désindustrialisation et il y a aussi des problèmes des facteurs historiques. Donc toujours, la Russie a toujours compté, bien sûr, coopérer avec l'Europe pour l'industrialisation. Et il y a aussi un facteur important, c'est les composants électroniques. Donc, les composants électroniques, la Russie aujourd'hui a besoin de certains composants électroniques pour son industrie. Et le seul continent qui exporte ces composants électroniques, c'est l'Europe. Même la Chine a eu des problèmes avec Trump, à l'époque de Trump, la pression sur les composants électroniques. Donc, je pense que les enjeux géostratégiques sont très, très intéressants. Il ne pourra pas. Donc, il y a une conscience de dépendance mutuelle entre la Russie et l'Europe. Très intéressant, effectivement, parce qu'on parle assez facilement de l'Europe, ça ne marche pas avec l'Europe, Moscou, ça ne marche pas avec l'Europe, donc ils vont aller vers Pékin. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça. Absolument. J'aimerais bien rebondir sur la place de l'Europe dans tout cela. Pourquoi est-ce que l'Europe n'a pas émergé en tant que pôle dans ce monde à reconstruire, dans ce monde à construire? Tout simplement parce que les États-Unis d'Amérique ont malmené l'Europe un peu partout. On voit très bien que la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe, donc la puissance britannique n'est plus là. On voit très bien aussi que l'Allemagne ne veut pas investir dans le volet militaire. Donc nous sommes devant un géant économique, mais qui n'est pas militarisé. La seule puissance militaire qui reste, c'est la puissance française. Mais il y a une certaine méfiance à l'égard de la France. Et à l'égard aussi de cette volonté d'hégémonie française. Et on voit très bien qu'un peu partout dans l'Europe, il y a une réticence aux propositions faites par la France. À chaque fois que les Français veulent construire une armée européenne, une politique de défense européenne, une politique étrangère européenne, il y a toute l'Europe qui fait mur contre ces revendications. Finalement, nous sommes devant une entité, l'Union européenne, qui est une puissance économique, certes, mais qui est un nain géostratégique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des intérêts différents, aussi différents que changeants. Les Français jouent leur jeu. C'est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. Les Allemands ont leur jeu. Les Hongrois, il y a une proximité idéologique. On peut dire qu'il y a une proximité entre Orban et Poutine. La Pologne, les États baltes, qui historiquement, on les comprend, ont une certaine crainte. Donc il y a une Europe qui est véritablement... Alors restons dans ce monde.
On a l'impression, quelque part, quand on voit les informations, quand on regarde, quand on suit les choses, qu'il y a véritablement un intérêt, aussi bien chez les Russes, forcément, que chez les Européens, forcément, et les Américains. Mais on a l'impression que les autres parties du monde restent un peu sur leur compte à soi, les Africains, les Sud-Américains, les Asiatiques. Oui, vous avez raison, c'est un conflit de géants. Qu'est-ce que peuvent faire les autres? Donc, c'est un conflit de titans. Donc, l'Afrique n'a pas sa place dans ce conflit. C'est un conflit sur la reconfiguration du nouvel ordre international, du nouvel ordre géostratégique international. Et l'Afrique n'a pas sa place dans tout cela. L'Afrique ne peut que s'allier à un camp. Et s'il le fait, il perdra dès le départ. D'ailleurs, l'Afrique n'a pas les moyens de sa politique étrangère jusqu'à maintenant. Nous ne sommes pas devant un continent qui formerait une entité comme c'est le cas pour l'Union européenne. Nous sommes devant un continent, certes, il y a l'Union, mais bon, nous sommes devant des États qui n'ont rien de commun, en quelque sorte. C'est difficile de faire un continent politique, puisque même l'Europe qui est avancée là-dessus depuis 60 ans, est un nain politique, comme vous venez de dire. Et finalement, l'Afrique ne fait que subir les aléas de ce monde qui est en train de se construire. Et nous allons subir dans les années à venir, justement, cette nouvelle reconfiguration de l'ordre géostratégique international. Bien sûr, je pense au Maroc. Qu'est-ce que le Maroc peut faire dans tout cela? Je crois que pour nous, les choses sont claires. Le Maroc a toujours été pro-occidental. Là, il n'y a pas de problème. Mais être pro-occidental ne signifie pas une alliance inconditionnelle avec l'Occident. Au contraire, le Maroc, tout en étant un allié fidèle et continu de l'Occident, est en quelque sorte neutre dans ces grands conflits internationaux. Le Maroc ne veut pas s'immiscer dans ces conflits. Et la position jusque-là du Maroc est une position que je considère comme sage. Pourquoi? Parce que tout en étant l'ami de l'Occident, on ne doit pas se faire des ennemis à l'Ouest. Donc la Russie, on n'a pas intérêt à se faire un ennemi comme la Russie. On n'a pas non plus intérêt... C'est bien le sens du vote qu'il y a eu à l'ONU, c'est-à-dire condamner une action qui porte atteinte à un pays souverain, avec la nouvelle mais ne même pas participer à un vote, ne même pas s'abstenir, mais rester en disant sa position sur le conflit. C'est la meilleure et la plus sage des positions que l'on puisse... Et d'un point de vue économique, pour le Maroc, impact? Oui, d'un point de vue économique, je pourrais dire que les pays africains sont les victimes innocentes d'une série de crises. On parle de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Et que si nous analysons de plus en détail l'impact de cette crise sur l'Union, il va y avoir énormément de choses à dire concernant le Maroc. Le Maroc, c'est bien sûr, il va subir cette crise sur le plan, bien sûr, des importations énergétiques et alimentaires, mais aussi il pourra transformer cette crise en une opportunité. Aujourd'hui, vous savez qu'il pourra réorienter ses exportations. Vous savez aujourd'hui que le principal concurrent du Maroc en Russie, c'est l'Europe, en matière de l'exportation des fruits et légumes, des primes, tout ce qui est primeur, ainsi de suite. Et donc, il pourra réorienter ses exportations, doubler ses capacités d'exportation vers la Russie. Et la même chose également pour les engrais. Aujourd'hui, vous savez que la France importe presque 10% de ses exportations des engrais de Russie, en provenance de la Russie. Il pourra bien sûr réorienter les exportations des engrais vers l'Europe. Donc il pourra tirer bénéfice de cette crise. Mais la question qui se pose est de savoir est-ce que vraiment le Maroc a les capacités de bénéficier, de transformer cette crise en opportunité et doubler ses exportations aussi bien vers la Russie que vers l'Europe. Mais il y a aussi le problème mondial qu'on va ressentir très certainement chez nous, de la tension sur l'offre de céréales, par exemple. Au-delà de l'énergie, il va y avoir un problème au niveau des céréales sur le monde. L'approvisionnement, puisque l'Ukraine et la Russie sont des plus gros. Donc il devrait y avoir ça. Alors, professeur Ben Khattab, vous avez commencé à en parler tout à l'heure et j'aimerais revenir un peu là-dessus, sur cette nouvelle polarisation du monde. Alors jusque-là, on parlait vous en avez parlé tout à l'heure, je n'ai pas relevé le monde libre, le monde dit libre, par opposition au monde dit autoritaire. Et c'était comme ça depuis une dizaine d'années.
l'émergence de la Chine depuis 2008, etc. Est-ce que maintenant, on a franchi un palier pour aller plus vite? Est-ce qu'il y aura une véritable configuration bipolaire? Ou alors, comme le dit professeur Hafid, trois, c'est-à-dire les Russes, les Chinois et les Américains. Vous voyez les choses comment? Oui, je crois que nous irons peut-être dans le sens d'une tripolarisation de l'ordre géostratégique international. Donc, nous verrons la Russie qui est en train de négocier sa place dans cette configuration, de nouvelle configuration, et elle aura sa place. Je ne crois pas que la Russie sortira totalement perdante de cette guerre. Au contraire, elle sortira, du moins, s'il n'est pas gagnante, elle sortira du moins comme une puissance qu'on reconnaît comme telle, n'est-ce pas? Mais je crois qu'en plus de cette tripolarisation, il y a un pôle qui va émerger parce qu'on voit les prémices de cette émergence d'un nouveau pôle qui est l'Europe. Là, actuellement, cette déclaration du chancelier allemand d'investir 100 milliards de dollars dans l'industrie et dans l'armement, c'est quelque chose d'inédit en Allemagne. C'est capital depuis 1947. Oui, c'est inhabituel d'ailleurs. Et lorsque on voit l'Allemagne qui va se réarmer, je crois que peut-être qu'il y aura dans les années à venir une entente germano-française pour construire une défense européenne, une défense commune européenne, parce que justement les plus grands détracteurs de cette défense commune européenne, c'était les Allemands, en plus des Anglais. Les Anglais sont sortis. Les Allemands, maintenant, s'ils mettent leurs mains dans la poche pour investir dans l'industrie de l'armement, donc il se pourrait que l'Europe émergera comme une nouvelle puissance géostratégique. Mais ce n'est pas pour demain, ce n'est pas du tout pour demain. Historiquement, les alliances allemandes étaient plutôt côté russe que côté français. Absolument, vous avez complètement raison. D'ailleurs, vous savez, les Allemands sont plus tournés vers l'Est que vers l'Ouest. Il faut le dire, ils ont plus un intérêt à commercialiser. On voit bien les Nord Stream 1 et 2, depuis le 19e, depuis le 17e, 18e, enfin, depuis le 19e siècle, je ne parle parce que l'Allemagne, c'est un État nouveau quand même. Bismarck, fin 19e. Voilà, c'est le 19e siècle. Alors, je crois que cette unité franco-allemande sera en quelque sorte une unité d'intérêt. Et ils ont intérêt maintenant à faire en sorte que l'Europe émerge comme étant une puissance militaire et qu'elle assure elle-même sa propre défense. Et s'il avait cette capacité, on n'aurait pas pu arriver là où on est. Et je crois qu'on est arrivé là parce que les Européens étaient incapables d'assurer leur propre défense et parce que les Américains ont malmené justement les Européens dans leur propre terrain. C'est-à-dire, à un moment donné, et ils ont fait en sorte à ce que c'est comme si l'Europe n'existait pas. Tout à fait. D'ailleurs, on aurait pu ne pas créer cette crise si on aurait accepté la proposition russe de ne pas faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN. Ça aurait été plus facile. Et justement, ils étaient incapables d'imposer cette version des choses. Ils étaient incapables. Et ce sont les Américains qui ont poussé l'Ukraine jusqu'au bout. Et lorsque la guerre est arrivée, les Américains se sont retranchés. Ils ont dit, bon, voilà, on fait plus, nous ne pouvons pas entrer en guerre directe avec l'Europe. Mais on va vous aider. Finalement, c'est quoi ça? Faire une guerre par personne interposée, par État interposé. L'Ukraine. Les Européens sont là en tant que spectateurs et la guerre se déroule justement sur le terrain européen, sur le continent européen. Alors, Poutine est toujours, je le dis, je le répète, c'est quelqu'un de pro-occidental. Il n'est pas anti-occidental. Mais ce qu'il est en train de négocier, c'est sa place dans ce monde occidental. La place que les Américains lui avaient niée à un moment donné. Donc, il est en train de négocier son comeback, si on peut dire, par les armes. Sachant que l'Europe, on ne va pas parler de guerre mondiale parce que personne ne la souhaite et on ne pense pas que ça va aller jusque-là, mais il y a eu des théâtres, voilà, on l'espère tous. Il y a eu les deux premières étaient en Europe. Là, aujourd'hui, on voit une Europe qui est enclavée, qui est encerclée, avec problème au nord avec les Russes, à l'est.
Bon, il y a la Turquie de Erdogan qui n'est pas toujours en bonne relation. Alors, à propos de la Turquie, pourquoi est-ce que les Européens et les Américains aussi ont toléré toutes les bavures turques jusqu'à présent? La Turquie n'a jamais été sanctionnée, alors que la Russie, depuis le départ, elle a été sanctionnée. Depuis 2013, 2014, elle a été sanctionnée à maintes reprises. Pourquoi? Parce que justement, la Turquie est membre de l'OTAN. Oui. Et parce qu'il est membre de l'OTAN, on peut tout en achetant des S-400, des missiles S-400, des batteries S-400. D'accord. Alors, professeur Hafid, tout ce qui est en train de se passer, on en parle, on le dit, mais est-ce que vous pouvez nous brosser un tableau un peu de cette nouvelle configuration, puisque le terme géo marche avec tout, géogazière, géo-énergétique, qui est en train de se passer. Donc on a une Europe qui est dépendante du gaz russe, en premier, après les Norvégiens, et ensuite les Norvégiens, ensuite les Algériens. Ils sont en train de passer au GNL, le GNL gaz naturel liquéfié, qui vient des États-Unis, mais qui vient aussi du Qatar et d'Australie. Le problème, c'est qu'il y a une tension sur l'offre et sur la demande, puisqu'il y a les Asiatiques qui demandent. Donc est-ce qu'il y a des changements qui sont en train de se faire à ce niveau-là, du changement de la configuration énergétique mondiale, dans le court et moyen terme, c'est-à-dire dans moins de 5 ans? Comment vous voyez les choses? Comment ça peut se passer? Bien écoutez, si nous regardons depuis il y a 2 ans, nous avons assisté à 3 chocs. 3 chocs importants. Le premier choc, c'est dû à la crise sanitaire, donc qui a bien sûr bousculé, désorganisé les chaînes de logistique, désorganiser également les flux commerciaux et a impacté, a créé une pénurie et une flambée des prix de transport maritime. Donc, premier choc. Et à peine on commence à respirer, donc l'été dernier, nous avons assisté à un deuxième choc. Le deuxième choc, c'est celui de la flambée des prix énergétiques aux États-Unis et en Chine. Donc il y a le FMI qui est sorti avec des prévisions à la hausse de la croissance économique de 5%. L'été dernier, on parlait de la reprise économique, la relance économique, la surchauffe économique avec un taux de croissance de 5% à l'échelle mondiale et ainsi de suite. Et on commence à croire à ces sorties, à ces prédictions. On est face à la crise Ukraine. La crise Ukraine qui, bien sûr, aujourd'hui constitue un troisième choc, un troisième choc de l'offre. Et aujourd'hui, déjà le rapport du Fonds monétaire international recommande des politiques publiques, certaines prévisions qui, bien sûr, à la hausse, qui revoit à la baisse le taux de croissance économique et à la hausse le taux d'inflation. Donc c'est ce qu'on appelle la stagflation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà un peu des chocs. Donc il y a une flambée des produits des matières premières, notamment les hydrocarbures, les produits alimentaires et ainsi de suite. Il y a une inflation galopante que nous assistons aujourd'hui et on risque d'avoir une pénurie en matière sur le plan alimentaire et énergétique. Vous avez dit, est-ce qu'on pourra avoir des conflits sur le plan énergétique? On pourra avoir on va dire des batailles sur le plan énergétique, ainsi de suite. Je ne pense pas dans le court terme. Pourquoi? Parce que si nous regardons un peu ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle mondiale, on ne pourra pas, parce que tout le monde dépend de cette matière première stratégique. Tout le monde constitue bien sûr une facture importante pour l'industrie, sauf que s'il y a des intérêts qui sont attaqués au niveau des Iraniens face aux Israéliens et aux États-Unis, donc on pourra avoir des problèmes dans le Golfe Persique, ce qui pourra engendrer une guerre énergétique extrêmement importante et une pénurie au niveau de l'énergie. Mais l'inquiétude est plus lointaine et plus diffuse, mais moins crédible. Cela dépend de 3 choses importantes. La première chose, c'est qu'en fonction de la guerre d'aujourd'hui, est-ce qu'elle va durer longtemps ou pas? Donc la date et l'ampleur de la guerre. Deuxième paramètre, c'est au niveau de la date et l'ampleur de la reprise. Est-ce qu'on va avoir une véritable reprise économique mondiale? Jusqu'à aujourd'hui, on est dans l'incertitude, on est dans le tâtonnement. Troisième paramètre important, c'est au niveau bien sûr, au niveau de cette crise, de cette crise mondiale. Est-ce que vraiment il va y avoir une dureté de cette crise? Donc voilà grosso modo un peu les enjeux sur le plan stratégique et les enjeux
Peut-être il ne va pas y avoir un effondrement économique, mais c'est comme l'a dit Sibn Khattab, si la guerre s'arrête dans quelques jours, donc je pense que... Et elle s'arrêtera. Elle s'arrêtera. Alors, donc je pense qu'il va y avoir une reprise économique. Justement, il nous reste 2 minutes, un peu moins. Donc, en 1 minute, un peu moins. Comment vous voyez l'issue de cette chose, de ces événements en Ukraine? Brièvement. Ben, comme j'ai dit, nous sommes devant une guerre qui ne va pas trop durer. Donc, d'ailleurs, personne n'a intérêt à ce que cette guerre dure. C'est vrai, les Américains, si elle dure, seront les gagnants. Mais je crois que tout de même, la Russie a pu négocier son entrée dans la nouvelle configuration géostratégique mondiale du XXIe siècle, donc alors qu'on l'avait oublié totalement. Donc vous ne pensez pas une extension, vous pensez que ça va s'arrêter rapidement? Ça va s'arrêter avant même un mois, je crois. Donc il y aurait des pourparlers, des négociations. Espérons. Professeur Hicham Hafid, dernier mot. Dernier mot, c'est que si j'ai un dernier mot, c'est de m'adresser aux pays africains et de leur dire qu'il faudra penser à une véritable politique agricole commune aujourd'hui, parce que si nous regardons les enjeux énergétiques et alimentaires, donc l'Afrique est subie. Sont des victimes, les pays africains sont des victimes innocentes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toutes les crises. Nous avons vu la crise 2008, la crise sanitaire et aujourd'hui la crise de l'Ukraine. Donc il faudra d'abord diversifier leurs économies, avoir des politiques communes, avoir des politiques stratégiques communes pour pouvoir bien sûr faire face à ces crises étrangères. Pour atteindre cette fameuse résilience dont on parle. Merci, professeur, au pluriel, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous reviendrons bien entendu sur cette guerre en Ukraine. Restez sur Medi 1 TV. Merci, à la semaine prochaine.